Donc cette création du parquet national est finalement une clé de voûte de l'ensemble du changement judiciaire. Il n'est pas le seul. Le PNACO pardon, tout seul n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Il n'a d'intérêt que s'il est filé dans sa métaphore sur l'intégralité de la chaîne judiciaire. On aura beaucoup à travailler autour de ce PNACO. Donc au lendemain des travaux du Sénat, j'ai demandé, pour éclairer nos discussions, à un procureur, celui de Fontainebleau, de s'entourer d'une équipe importante de spécialistes du ministère de la Justice, d'établir un rapport d'étape, un premier rapport d'étape qui permet de voir que serait ce parquet national, combien de magistrats il faudrait, quel pouvoir d'évocation il aurait, comment il fonctionnerait, où serait-il situé, dans quel temps nous pourrions le mettre en place, qu'est-ce qu'il pourrait faire concrètement pour être utile à la République. Ce rapport m'a été rendu, vous l'avez vu ce matin, aussitôt reçu, je l'ai transmis à votre président de commission des lois, qui vous l'avait fait parvenir, je crois, voilà quelques dizaines de minutes, et qui éclairera, je l'espère, les débats pour notamment la constitution de l'article 2, et qui modifiera, je sais qu'il y a des amendements déjà déposés par le rapporteur Corr, par le député Huyghe, et puis bien sûr par d'autres parlementaires, qui complétera utilement le travail qu'a pu faire le Sénat sur ce parquet national. Indépendamment de ce parquet national, qui bien sûr a attiré l'œil médiatique et qui est un clé de voûte très, très intéressant, je voudrais attirer le deuxième point sur le régime de détention. Au Sénat, venant d'arriver à la chancellerie, n'ayant pas eu le temps de élaborer ces amendements, j'ai pris l'engagement, puisqu'il y a des articles qui se rattachent au régime pénitentiaire. D'ailleurs, les sénateurs Durin et Blanc, dont je voudrais aussi saluer le travail et l'unanimité du vote au Sénat à la suite des discussions que nous avons pu avoir, quels que soient les groupes politiques, sur cette question, avaient évoqué la question pénitentiaire, avec quelques discussions dès le texte initial, ce qui nous permet évidemment de combattre toute idée de cavalier, en imaginant peut-être des choses qui n'étaient pas à la hauteur, si je peux me permettre, des difficultés que nous connaissons dans nos prisons et que, sans doute, l'affaire Amra a particulièrement révélé. Que s'agit-il dans l'affaire Amra? Un homme qui était connu de diverses GIRS, mais pour lequel ces GIRS ne s'étaient pas tout à fait parlé, une mise en détention provisoire parce qu'il n'était pas condamné définitivement à la maison d'arrêt d'Évreux, qui est une maison d'arrêt tout à fait respectable, mais qui n'est pas la prison la plus sécurisée que nous ayons, puisque les prisons les plus sécurisées que nous ayons aujourd'hui sont des prisons pour peine, des gens qui sont en général définitivement condamnés, a réussi, après plusieurs tentatives, nous a dit d'ailleurs le rapport d'inspection commandé par mon antéprédécesseur, M. Dupond-Moretti, a essayé de s'évader, puis a réussi à s'évader lors d'une extraction présentée devant un juge d'instruction à Rouen, au retour de son audition devant le juge d'instruction, qui a duré que quelques minutes. J'en parlerai lorsqu'on évoquera la visio, pour finalement connaître le drame d'Inkerville, où 2 agents pénitentiaires ont été assassinés en pleine journée, de sang-froid, à la Kalachnikov, et 3 autres étant grièvement blessés. Et puis 9 mois de cavale pour qu'enfin les services enquêteurs et les magistrats puissent reprendre la main non seulement sur M. Amra, mais sous réserve évidemment des décisions définitives de justice, manifestement de plusieurs dizaines de personnes qui l'ont aidé ou qui l'auraient aidé à pouvoir s'évader.